De retour dans l'Africa Newsroom, notre éditorialiste Daouda Tal est toujours avec nous, ainsi que notre invité et basketteur handisport Maxime Tadi. Et au Bénin, une nouvelle société bancaire équato-guinéenne s'installe. C'est le fruit de la coopération entre la Guinée équatoriale et le Bénin. Cette institution financière répond au souci de développer la coopération sud-sud. Elle servira aussi d'appui au financement de projets des jeunes entrepreneurs. On fait le point sur cette nouvelle institution bancaire avec Idlet Mirabel Bissou. La CCI Bank Bénin a ouvert ses portes ce lundi 14 septembre 2015 à Cotonou, inaugurée par le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Zogo et son homologue béninois Thomas Boni-Yayi. La délocalisation de cette institution bancaire au Bénin est l'expression du panafricanisme économique incarné par la coopération entre les deux États. Elle aura pour mission de contribuer au développement du Bénin en apportant son soutien aux petites et moyennes entreprises PME et aux petites et moyennes industries PMI. La CCI Bank, qui ouvre ses portes, a pour devise « L'intérêt de la clientèle est notre priorité ». Elle a pour ambition de s'installer dans le paysage bancaire béninois en contribuant par des innovations et une qualité de service sans faille à en améliorer le fonctionnement. Dans cette optique, et sachant que nous devons nouer un pacte de succès avec nos partenaires que sont nos clients, elle compte d'abord offrir les produits bancaires classiques tels l'ouverture de comptes courants, de comptes chèques, de comptes d'épargne, de dépôt à terme et de bons de caisse. La CCI Bank Bénin s'ajoute aux 12 sociétés bancaires déjà opérationnelles dans le pays. Selon les autorités béninoises, l'arrivée de cette institution bancaire représente une opportunité pour l'entrepreneuriat des jeunes. Je voudrais vous dire que le terrain est encore vierge. Le taux de bancarisation n'est que de 12%, ce qui veut dire que vous avez encore un grand matelas à travers cet investissement pour pouvoir le rentabiliser. La jeunesse est encore là, avec des idées très novatrices en matière de PME, ce qui veut dire que la CCI Bank peut innover en créant des niches nouvelles de marché pour pouvoir booster non seulement le développement, mais pouvoir se positionner sur un segment de marché qui puisse la différencier des autres. La CCI Bank Bénin propose les produits monétiques et les opérations internationales telles les transferts, les ouvertures de comptes, les remises documentaires et les ventes de devises. La CCI Bank Bénin entend aussi promouvoir un partenariat nouveau à gain partagé avec les systèmes financiers de microfinance décentralisés, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Rappelons que la CCI Bank est déjà présente dans 10 pays africains. Daouda, la concrétisation de l'intégration économique dont on parle souvent autour de ce plateau, c'est ça, c'est cette installation d'une banque équato-guinéenne au Bénin. Oui, c'est ça, effectivement, c'est la coopération sud-sud, c'est plus précisément de l'intégration africaine. Donc c'est une très bonne chose et je pense que c'est une banque qui a fait ses preuves en Guinée équatoriale et donc ça me paraît tout à fait logique que cette même banque, en tout cas, aille chercher d'autres marchés dans d'autres pays africains, parce que si elle ne le fait pas, d'autres le feront à sa place. Maintenant, c'est à saluer, parce que en allant chercher des marchés, cet établissement bancaire va aussi donner une réponse à un besoin non satisfait jusque-là, qui est la bancarisation de la population béninoise, en l'occurrence ici. Donc ce type d'initiative est à saluer, mais Afriland First Group, qui est du coup le groupe même dont fait partie la banque CCI, est quand même un groupe qui est en bonne santé au niveau financier, qui est capable de lever un certain nombre de fonds et de procéder à des financements. J'espère tout simplement à ce niveau que les petites et moyennes entreprises béninoises vont pouvoir profiter en tout cas de cette installation qui, à mon avis, est une très bonne chose. Monsieur Ntadi ? Oui, je crois que le taux de bancarisation en Afrique est, je crois, le plus faible si on en croit les études de la Banque mondiale. Mais là, c'est une belle initiative qui va peut-être essayer et pousser plutôt les gens à ne plus thésauriser, mais à mettre leur pécule à la banque. Et du coup, ça permettra peut-être également que la population puisse avoir une culture bancaire et également
ceux qui veulent entreprendre aient des microcrédits ou des crédits tout simplement. Oui, parce que la banque va être spécialisée dans la microfinance, en zone urbaine et en zone rurale. Comme l'a dit M. Ntadi, quand on voit le taux de bancarisation particulièrement faible au Bénin, c'est ce dont avait besoin le pays. 12% au Bénin, ça a été rappelé dans le reportage, il me semble que il me semble que la stratégie de la banque à ce niveau-là est une bonne chose, parce que bon, installer une banque pour installer une banque, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut bien que ça réponde à un besoin, et là, en l'occurrence, on est complètement dans les clous à ce niveau-là. Parce que bon, on parle de mobile banking, etc. Ça sert de porte-monnaie, mais finalement, c'est pas le mobile banking qui va financer des projets. Justement, la banque est spécialisée, vous l'avez dit, Daouda, dans l'octroi de crédits d'investissement. Encore faut-il que les taux d'intérêt pratiqués par la banque soient accessibles. C'est l'éternelle question, Amira, effectivement, parce que bon, quand on parle de microfinance et qu'on a des taux très très importants qui peuvent atteindre 15% voire plus, c'est quand même difficile en termes de rentabilité pour les entreprises qui vont solliciter ces financements de pouvoir avoir un retour sur investissement assez rapide et honorer cet emprunt et encore garder quelque chose pour elle-même, parce que pour toute activité économique, le but c'est aussi de pouvoir satisfaire en tout cas ses besoins sociaux, l'éducation, la santé, etc. Donc j'espère qu'un effort sera fait à ce niveau-là pour cette nouvelle installation, mais si cela est pris en compte, ça m'a l'air une très bonne chose. Et le Maroc accélère ses projets de développement de l'énergie éolienne et solaire. Les autorités veulent produire 50% d'énergie à partir de l'éolienne d'ici à 2020. Pour y parvenir, plusieurs mécanismes ont été mis en place pour accélérer le processus de construction d'infrastructures, notamment le plus grand parc éolien du continent qui sera à Tarfaya, dans le sud du royaume. Chérifien, et c'est un sujet d'Idlet Mirabel Bissou. Le Maroc intensifie son programme d'énergie éolienne pour soutenir l'utilisation de l'énergie renouvelable. Au cours des dernières années, le Royaume a entrepris un ambitieux programme visant à produire sa propre énergie à partir de l'énergie solaire et éolienne. Les autorités prévoient d'atteindre 50% de la production d'énergie seulement à partir d'éoliennes d'ici 2020. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire, l'énergie éolienne et hydroélectrique font partie de notre portefeuille d'énergie, car ils permettent de réduire la dépendance énergétique de notre pays sur le plan international. S'agissant de l'énergie éolienne, notre pays est un chef de file au niveau international parce qu'il a la meilleure productivité. Nous avons une feuille de route et d'ici 2020, nous allons produire plus de 2000 gigawatts à partir du vent. Pour faire face à l'augmentation de sa demande d'électricité, le Maroc envisage d'augmenter dans les 20 prochaines années sa production en énergie. Le pays a mis au point un plan pour produire 4000 mégawatts d'énergie éolienne et solaire. Avec une production annuelle de 787 mégawatts, le Maroc est suivi par l'Égypte, 619 mégawatts, et l'Afrique du Sud, 570 mégawatts. La Tunisie et l'Algérie sont respectivement 4e et 5e du classement. Le Maroc dispose désormais du plus grand parc éolien en Afrique avec le tout nouveau projet de Tarfaya dans le sud du pays. Il s'agit de du plus grand parc éolien au Maroc et en Afrique aussi, avec une puissance installée de 301 MW. Il contribue à lui seul à une hauteur de 15% de l'objectif du Maroc d'installer 2000 MW d'ici 2020. Il contient 131 turbines de 2,3 MW chacune et 2 postes de transformation. Construit sur une superficie de 8900 hectares, ce projet a coûté 450 millions d'euros et se positionne comme le plus grand parc éolien d'Afrique. Le parc éolien de Tarfaya va générer suffisamment d'électricité sans émission de carbone pour 1,5 million de foyers. Avec cette infrastructure, les autorités espèrent atteindre les objectifs fixés sur les énergies renouvelables du pays d'ici 2020. Daouda, on a là une ambition claire de la part des autorités marocaines, atteindre 50% de la production d'énergie seulement à partir d'éoliennes d'ici à 2020. Est-ce que c'est faisable ? L'objectif est noble et rien n'est impossible dans la vie tant qu'on y met les moyens et qu'on prend le bon chemin, j'ai envie de dire. Donc oui, pourquoi pas, mais bon, on peut mettre un doute quand même sur l'évolution des investissements parce qu'il faut un paquet d'investissements assez important pour atteindre cet objectif. Mais bon, le Maroc montre un exemple ici. Bon, moi, ça c'est à titre personnel, mais l'éolien, je préfère le solaire
solaire à l'éolien pour tout un tas de choses liées à l'occupation de l'espace. Voilà. Mais bon, lié aussi au fait que différents oiseaux vont sortir. Bon, ça, c'est des considérations purement personnelles. Mais en tout cas, en termes d'accès à l'énergie, ça va donner une réponse à ce qui manquait, à mon avis, comme politique de mix énergétique au Maroc. Justement, vous parliez de solaire. Hein. Daouda, rappelons-le, le Maroc bénéficie d'un ensoleillement permanent de 3000 heures par an. Il y a un énorme potentiel solaire quand même dans le pays, d'où la mise en place des centrales Nour 1 et 2. Ce mix énergétique solaire et éolienne, c'est vraiment ce dont a besoin les pays du continent. Peut-être le rappeler, Daouda, qu'il ne faut pas miser sur une seule énergie verte. C'est le risque. Exactement, Amira, vous avez raison. Le mix énergétique, c'est la solution, et je rajouterais même l'hydroélectrique, si c'est possible. Donc, il y a, à mon avis, c'est ça la solution, parce que bon, on peut pas, une seule énergie ne peut pas donner la réponse, en tout cas satisfaire l'ensemble des besoins de consommation en énergie de toute la population, toute l'activité économique, parce qu'il y a aussi l'activité économique. L'éolien tout seul ne suffira pas, il faudra un peu de solaire, d'hydroélectricité, voilà. Et puis il faudra aussi donner la possibilité aux foyers eux-mêmes de pouvoir avoir accès à l'énergie solaire. On peut installer un petit panneau solaire qui permet d'alimenter sa maison. Et à ce niveau-là, je pense que le Royaume du Maroc a voté une loi récemment qui permet justement de libéraliser davantage la production en matière d'énergie solaire, d'énergie renouvelable de manière générale, ce qui permet maintenant de pouvoir établir un lien, en tout cas, entre la production d'énergie solaire, de permettre à l'énergie solaire d'être reliée à tout ce qui est ligne de haute tension et très haute tension, parce que ça, ce n'était pas possible avant le vote de cette loi qui est intervenue en août 2015. Là. Donc je pense que la libéralisation du secteur se fait progressivement, et à terme, on va arriver à un mix énergétique, mais là-dessus, je vous rejoins, c'est un mix qu'il faut effectivement. Alors Daouda, quand on connaît le potentiel solaire dont dispose le continent africain, et je parle bien de l'ensemble du continent africain, pourquoi cet engouement pour l'éolienne ? C'est ce que je disais au début de mon propos, Amira, c'est que moi, l'éolien, je ne comprends pas tout à fait. Bon, il y a forcément une raison. Il y a une raison. Maintenant, bon, en termes de coût, il faut dire que bon, ça coûte sans doute moins que l'énergie qui fonctionne avec le fuel, avec le pétrole, etc. Mais c'est un choix qui est fait. Maintenant, bon, il faut aussi la maintenance qui va avec. Donc, d'autant plus qu'il faut des ateliers de maintenance, il faut former les gens. Le solaire me paraît quand même préférable, de mon point de vue. À ce niveau-là, comme vous le rappelez, il y a un potentiel impressionnant en termes d'ensoleillement. Donc, voilà. Mais bon, il faut de tout aussi. Monsieur Ntadi. Oui, moi, je pense que s'ils ont fait ce choix par rapport au mix dont vous parlez, enfin, il est intégré, je n'en doute pas, mais c'est par rapport à la proximité avec l'océan et le désert. Le vent, il est gratuit. Je crois qu'ils ont misé par rapport à cette donnée atmosphérique pour justement développer ce parc. Alors, enfin, il me semble. Alors, Daouda, il y a quelque chose d'assez étonnant, ou pas, c'est ce manque d'harmonie au niveau des politiques en faveur des énergies renouvelables sur le continent africain. Oui, parce qu'il n'y a pas un organe qui va chapeauter le tout pour définir, comme par exemple ça a été fait avec l'agriculture, le fait de consacrer de mémoire 10% de son budget à l'agriculture, comme l'Union africaine l'a recommandé. Il faudrait une politique comme celle-là, par exemple, qui définit, en tout cas qui trace la voie pour les pays et qui leur propose de co-construire avec eux-mêmes, qui leur propose finalement d'adopter un plan global pour le continent. Ça pourrait être très bien parce qu'en termes d'échange d'expérience, ce serait quelque chose de vraiment intéressant. Mais si chacun va de son côté, bon, ça va être très compliqué. Mais espérons, avec la COP21 qui arrive justement, fin novembre à Paris. Exactement, l'Afrique va sans doute vraisemblablement parler d'une seule et même voix. L'Afrique réclame 100 milliards de dollars par an
sur un fonds dédié à aider l'Afrique en tout cas, peut-être qu'à ce niveau-là, il va y avoir des échanges, des discussions et éventuellement il y aura des stratégies communes qui vont être mises ensemble pour le bénéfice de tout le monde, pour pas qu'il y ait des pays qui passent devant alors que les autres restent tout à fait derrière. Et on va rester au Maroc avec ce chiffre du jour. 10 millions de Marocains encore analphabètes en 2015. Ça fait près d'un Marocain sur 3 qui est illettré. L'analphabétisme sévit encore au Maroc, Daouda, et le chiffre est quand même alarmant. Le chiffre est alarmant, Amira, mais bon, ça reste, comparé à d'autres pays d'Afrique subsaharienne, ça reste quand même pas si important que ça. Mais même 1% d'analphabétisme dans un pays, c'est très important, disons-le, puisque c'est une population qui ne peut pas avoir accès à la bancarisation, puisque bon, quand on ne sait pas faire ses opérations bancaires, par exemple, lire un chèque, un certain nombre de choses comme ça. Et ça reste un des principaux problèmes quand même de l'Afrique à ce niveau-là. Pour la recherche du travail, ça va être encore plus compliqué. Donc c'est des populations qui seront en marge du développement du pays. Il faut les tirer en avant pour leur permettre de jouir pleinement, entre guillemets, de tout ce qui leur revient comme droit à l'emploi, droit à la santé, droit à l'éducation, etc. Parce que M. Ntali rappelait d'autres chiffres de ce rapport publié par l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. Une enquête qui avait été faite en 2012 avait permis d'établir que le taux d'analphabétisme parmi la population âgée de 10 ans et plus s'élève à 28%, alors que les personnes âgées, alors que 38% des personnes âgées de plus de 15 ans et plus ont des compétences analphabétiques insuffisantes. Donc ça représente quand même une grande part de la population jeune du Maroc, la population qui sera en fait le futur de demain. Oui, mais c'est pour cela, moi, je ne suis pas d'accord avec Tal lorsqu'il minimise, enfin en tout cas relativise le chiffre 10 millions. Ce serait... Même 1%, c'est beaucoup, c'est ce que je dis. Hein. Vous avez ajouté cela? Oui. Et moi, je reste à l'idée première, dans ce sens que, à l'échelle du Congo, c'est quasiment toute la population qui serait analphabète. Et je ferme les guillemets. Mais il faut toujours apprendre à lire, à savoir lire et écrire. C'est très important, justement, dans ce que vous avez dit et la vie de tous les jours. C'est terrible de prendre une lettre et d'aller la donner à une tierce personne pour vous la lire, alors que parfois, c'est des choses confidentielles. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, pour moi, les efforts doivent être faits pour... en atténuant en tout cas les méfaits. Oui, parce que le Maroc ambitionne d'éradiquer l'analphabétisme à l'horizon 2024. C'est très ambitieux, mais j'espère que le Royaume y arrivera. Maintenant, bon, il faudra donner les moyens au niveau du budget de l'État, augmenter la part de l'éducation qui est consacrée au budget global, et puis développer des stratégies qui fassent que la population ait accès, en tout cas à l'école, 2024, si ce n'est pas en 2024, ce sera peut-être plus tard. Mais en tout cas, l'objectif est là. Merci Daouda d'avoir été avec nous. Merci Amira, c'était un vrai plaisir de vous retrouver, de retrouver tous nos chers téléspectateurs. Et merci à vous, Monsieur Ntali. Je rappelle que vous êtes basketteur handisport. Merci d'avoir été avec nous. Vous aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est toujours pas fini, puisqu'on se retrouve demain avec toujours une semaine consacrée à l'athlétisme. Et puis le dossier du jour sera consacré à la détection des nouveaux talents sur le continent africain. À très vite.